Cette émission vous est présentée par le gouvernement du Québec qui vous invite à vous joindre à la fonction publique. Travailler pour le Québec, plus qu'une carrière. Bonjour, ici Chantal Doré au micro d'Inclusion Inc., une balado sur les initiatives des entreprises pour favoriser un milieu de travail inclusif qui fait la belle part à la diversité. Inc., comme dans Inclusion, Inc., comme incorporé, qui réfère aux entreprises qui ont un rôle central à jouer comme milieu d'accueil. Si la diversité et l'inclusion sont désormais dans l'ère du temps, à Canalem, c'est notre mission. Puisque Canalem est la voix de l'inclusion, c'est notre slogan, il nous semblait tout naturel de tendre l'oreille à ceux qui ont l'occasion de faire la différence dans les organisations pour une meilleure intégration des communautés culturelles, des Premières Nations, des personnes vivant avec un handicap, de la communauté LGBTQ2S+, ou encore pour l'accession des femmes à des postes de direction. À Canalem, chacune de ces communautés a sa place sur nos ondes, par les émissions Afrique-Caraïbes, Coué Bonjour, Sans détour, Vivement les femmes ou encore À l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Maintenant, que font les organisations pour mieux intégrer ces différentes communautés et surtout, quels sont les véritables défis de l'inclusion et de la diversité? J'en discute aujourd'hui avec un spécialiste, Sébastien Arcan, professeur titulaire et directeur du département de management à HEC Montréal. Sébastien Arcan, professeur titulaire et directeur du département de management à HEC Montréal, se classe parmi les 100 universitaires les plus influents au monde pour leurs recherches sur le sujet de l'administration publique, selon l'organisme Apolitical. Après avoir lu un article fort intéressant sur les vrais défis de la diversité et l'inclusion dans le magazine Gestion HEC, j'ai tout de suite su qu'on devait l'entendre à Inclusion Inc. et il a accepté notre entretien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors, une spécialisation qui s'est faite au fil du temps? Une spécialisation qui s'est faite au fil du temps. Alors, sans rentrer trop dans des éléments biographiques, je viens de la ville, j'ai fait mes études de maîtrise et de bac à Québec, à l'Université Laval, parce que j'ai grandi à Québec. Et j'ai toujours été un peu attiré. Là, j'ai voyagé quand même passablement. J'ai même travaillé dans une auberge de jeunesse à Québec. J'ai joué au soccer, au foot, là, si vous voulez, à Québec. Et puis, si on peut trouver, en tout cas à l'époque, à tout le moins, si on trouvait de la diversité ethnoculturelle à Québec, c'était soit sur les terrains de soccer ou à l'Université Laval. Et souvent, c'était les deux un peu. Dans les auberges de jeunesse aussi, hein, beaucoup de... Les auberges de jeunesse, c'est ça aussi, oui, effectivement. Et donc, j'ai toujours été attiré par ça. Puis, je voulais orienter mon travail de maîtrise là, sur des questions qui questionnaient aussi, des éléments qui questionnaient la société québécoise quant à son inclusivité. Mais là, on remonte quand même à 1995-96. Après ça, j'ai continué le doctorat. Je suis venu à Montréal pour ça. Évidemment, Montréal, dans le contexte québécois, c'est vraiment la ville là, pour étudier les phénomènes comme ça. Et puis, je suis allé faire aussi un post-doctorat à l'Université Columbia, à New York, où là aussi, là, la diversité, tout ça. Donc, c'était une trajectoire un peu là, d'intérêt personnel, mais aussi, graduellement, bien évidemment, d'intérêt professionnel. Puis, depuis que je suis à HEC, là, depuis 2005, je me suis, comment dirais-je, adapté un peu plus à mon environnement, c'est-à-dire que je me suis intéressé aussi à la question de la gestion de la diversité, et particulièrement de la gestion ethnoculturelle. Je n'ai pas la prétention d'être un expert de toutes les formes multiples et plurielles de diversité. Et puis à HEC, je fais des travaux là-dessus, j'enseigne des cours, et puis aussi on fait beaucoup de formation à l'école des dirigeants sur ces questions-là. Fait que, grosso modo, c'est un petit peu ça qui m'a amené à vous parler aujourd'hui, en fait.
Oui, ben justement, la diversité ethno-culturelle, c'est vraiment un créneau là que je dis-tu, hein, on se disait Oui, hors oui, d'onde oui. qu'on se tutoierait. Mhm. Donc, Pas de problème. c'est un créneau là, en tant que professeur aussi, que tu as davantage étudié, mais également tous les croisements, parce qu'on a tendance à penser que ce sont des blocs monolithiques, là, diversité ethnoculturelle, qu'on sépare ça par communauté culturelle, mais il y a des croisements dans tout ça. Oui, tout à fait. En fait, il y a des croisements, puis il y a aussi ce qui, je trouve quand même assez intéressant, un élément qui est intéressant sur lequel s'attarder, c'est aussi que à l'intérieur de cette grande diversité, on pourrait appeler les diversités, Mhm. il n'y a pas toujours non plus une convergence d'intérêts, on va le dire comme ça, parmi les différents groupes, les individus qui composent ces différents groupes-là, ce qui rend aussi très complexe, d'une certaine façon, la gestion de ces diversités en contexte organisationnel, parce que parfois, ben c'est ça, il peut y avoir même des tensions. Mm. On a souvent tendance à présenter ça comme étant la diversité versus le groupe majoritaire, on va Oui. dire un peu comme ça. Et alors que c'est loin, c'est beaucoup plus complexe que ça. Puis c'est ce qui fait aussi la richesse de la chose, d'un point de vue plus de l'analyse, de la recherche et tout ça. Mais en même temps, pour encore une fois là, me mettre souvent en contact avec des gestionnaires qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de ces questions-là, mais qui doivent, hein, ces personnes doivent aussi, comment je dirais, gérer d'une certaine façon les différentes formes de diversité, les marqueurs de diversité au sein de leurs organisations. Ben, c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de défis aussi, tout en étant très riche et porteur de plein de choses positives aussi, là. Quand on parle de convergence d'intérêts ou parfois divergence, peut-être donne-nous un exemple. Un exemple, ben, je sais pas, moi, des questions de genre, Mhm. par exemple, relation homme-femme, dans le contexte québécois, c'est évidemment, et j'espère que ça va être conservé, c'est loin d'être parfait, là, on le sait bien, puis malheureusement, l'actualité nous le rappelle trop souvent pour toutes sortes de raisons. Mais c'est certain qu'il y a peut-être des cultures, des gens qui proviennent de cultures qui sont plus Mhm. traditionnelles d'une certaine façon dans les rapports de genre. Donc, ben, déjà en partant, il peut y avoir là un enjeu. Ça peut être des questions sur les différentes orientations sexuelles. Ça peut être, on a vu assez dernièrement dans une université montréalaise, il y avait un spécialiste des questions de genre, d'orientation sexuelle, en fait, qui se dit lui-même, je le dis parce que c'est lui qui le dit, un prof anglais, Mm. qui se dit homosexuel, qui est venu présenter, puis lui, il partait d'un principe dans sa conférence, si je ne me trompe pas, sur le fait que les questions de transgenre ne devraient pas être incluses avec dans le même dans les mêmes dimensions, si on veut, que par exemple l'homosexualité. Puis Mm. ça a fait beaucoup de brouhaha, là, donc c'est à l'Université McGill, pour pas la nommer, de toute façon c'est dans les journaux, il n'y a rien Oui. de secret là. Et puis la conférence avait été, je ne sais pas si elle a été annulée, mais enfin bref, il y a eu beaucoup parce que les groupes transgenres qui manifestaient contre ce prof, etc., qui lui-même se dit homosexuels travaillent sur ces questions-là. Donc, on voit aussi que parfois, je dis bien parfois, cette divergence-là va toucher même les milieux académiques, les milieux Mhm. de la recherche. Donc, ça, c'est quelques exemples que je pourrais donner, mais il y en a évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Euh, j'ai une question de fond que j'ai pas encore abordée dans cette série-là, mais est-ce qu'à trop vouloir étiqueter, on n'a pas tendance à diviser d'une certaine manière? Oui, ben c'est sûr qu'il y a un processus de catégorisation, mais on est aussi pour bon, c'est pas parfait ça non plus, mais on vit aussi dans des sociétés plurielles et démocratiques. Il y a beaucoup de mouvements, de groupes d'intérêts qui vont se former. Et donc, il y a de l'imposition de catégories, mais il y a aussi Mm. une forme d'auto-catégorisation. Donc, c'est ça qui est un petit peu là, difficile à attraper là, en tant que membre. Par exemple, si je me prends, là, c'est personnel, mais moi, Mhm. en tant qu'homme blanc issu du groupe majoritaire, j'essaie le moins possible de catégoriser les autres, les groupes minoritaires, mais en même temps, sachant très bien qu'il y a aussi de l'auto-catégorisation. Il y a des revendications tout à fait légitimes par ailleurs, on s'entend, Mhm. qui sont basées sur des appartenances, des identités. Et à l'intérieur même de ces mêmes groupes, il n'y a pas nécessairement une convergence. Il y a des gens qui sont
plus politisés, qui vont vouloir mettre de l'avant des idées, dénoncer des situations. D'autres, pour toutes sortes de raisons, vont moins vouloir participer, tout ça. Donc, c'est un jeu qui est là aussi très complexe, là, parce que, puis la société canadienne et la société québécoise par extension, d'une certaine façon, encourage aussi ça. Même s'il y a de la résistance, il y a toutes sortes de chroniques qui peuvent s'écrire quotidiennement et tout ça, il y a des mouvements qui se forment je vais appeler ça de résistance, mais enfin bref, là, je mets beaucoup de guillemets parce qu'on pourra en reparler. Mais en même temps, la société canadienne encourage beaucoup aussi ces auto-identifications, l'organisation de mouvements qui vont faire des revendications, etc. Donc, la politique du multiculturalisme canadien, par exemple, en est un bon exemple. Mais pour un gestionnaire d'organisation, d'entreprise, comment faire pour être à l'affût de la diversité, de l'inclusion, sans sombrer dans toute cette complexité? Ben moi, la manière que j'aime le présenter, surtout dans un contexte très concret, très pratique de gestion, c'est toujours en abordant ces questions-là avec justement un point d'interrogation. C'est-à-dire que de ne pas, pour éviter justement la catégorisation, le nous et le eux, eux, ils sont comme ça, j'ai eu une mauvaise expérience avec une personne issue de tel groupe, j'en veux plus des gens comme ça, etc. Toujours le questionnement. Le questionnement, il se fait d'abord pour soi-même. Où est-ce que j'ai moi-même certaines résistances? Où est-ce que j'ai, pour parler de manière très contemporaine, où est-ce que j'ai des biais? Donc, on essaie de découvrir d'une certaine façon ces biais qu'on pourrait considérer comme des biais inconscients, mais qu'on essaie de conscientiser. Puis, il ne s'agit pas nécessairement non plus de les effacer. On a tous des biais, puis je pense que, je ne suis pas un psychologue, puis bon, mais on fonctionne un petit peu comme ça aussi. Donc, se questionner soi-même, être très réflexif par rapport à nos pratiques, par rapport à nos niveaux de tolérance et tout ça, puis aussi questionner des situations données, par exemple. Je ne sais pas, il peut y avoir un malentendu au travail entre deux employés, deux collègues, puis on est dans une situation de gestion, il faudrait intervenir ou non. Là, on se pose la question, est-ce qu'il y a des éléments culturels dans ça, que la rencontre interculturelle, si je peux dire, ne se fait pas, et si oui, pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de favoriser un milieu de travail qui soit plus inclusif puis représentatif aussi de cette pluralité. Donc, c'est vraiment le questionnement. Après ça, il y a des outils, il y a plein de choses qui existent, la littérature, puis bon, les sites Internet et tout ça, là, ça sert à rien de faire la nomenclature de ça, on terminera pas. Mais tu sais, déjà en partant de voir que, de partir du principe assez simple, mais quand même qu'on a tendance à oublier que tout ça, ça se construit, en fait, dans l'interaction. Hein, c'est dans le regard des autres, c'est dans la manière que moi, je me positionne par rapport à ces questions-là, etc. Donc, et de voir ensuite de ça, c'est justement, est-ce que la situation qui est devant moi, ou en tout cas à laquelle je dois peut-être trouver une solution, est-ce qu'il y a des enjeux, justement, de mauvaise, je vais l'appeler comme ça, de mauvaise rencontre interculturelle? Si oui, qu'est-ce que je peux faire? Déjà, identifier le problème, et puis ensuite, essayer de le régler. Et puis, par la suite, apprendre aussi de ça. Je pense que c'est vraiment l'important. C'est-à-dire que les organisations deviennent apprenantes. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour éviter? Et peut-être je terminerai sur cet élément-là. Quand on se pose le fameux point d'interrogation, c'est aussi de dire, on met en place des nouvelles pratiques qui peut-être n'ont rien à voir avec la gestion de la diversité. C'est un changement qui s'impose pour toutes sortes de raisons. Mais toujours se questionner, c'est ça aussi la réflexivité puis le décentrement, c'est de se dire, est-ce que ces nouvelles politiques, ces nouvelles mesures, ces nouveaux processus qu'on met en place, est-ce qu'ils peuvent avoir pour effet, un peu dans un angle mort, là, si on veut, d'exclure ou de nuire à certaines catégories de personnes dans notre organisation? Si oui, comment? Et si oui, pourquoi, pardon? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour justement atténuer ça? Est-ce Donc, que c'est poser la question. Est-ce que c'est possible qu'avant, le champ du management semblait plus simple? On avait des recettes qui semblaient plus simples et là, c'est plus compliqué, ça semble plus compliqué, en fait, c'est plus complexe, mais ça peut être vu comme plus compliqué. Par exemple, ne serait-ce que la gestion des générations qui ont des besoins, des rythmes différents. C'est sûr que ça... pour les gestionnaires, avant, ils avaient leur formule toute faite et maintenant, justement, on ouvre, on est dans l'innovation, on est dans le questionnement
Et peut-être que c'est pas confortable pour certains gestionnaires parce que ça veut dire de réinventer la formule constamment? Oui, c'est je suis tout à fait d'accord. Le management, les écoles de gestion qui dominent même encore aujourd'hui dans le monde sont essentiellement occidentales. Évidemment, se sont aussi diversifiées. Les perspectives se sont diversifiées, mais à la base, on peut dire ça s'inscrit dans une logique capitaliste très occidentale, donc puis qui a des prétentions universalisantes aussi. Donc, tu sais qu'il y a une façon de faire, ou enfin bref, il y a juste quelques façons de faire, donc on va standardiser. Donc, la place de la diversité dans tout ça, évidemment, c'était difficile de lui donner une place. Donc, à ce niveau-là, on peut dire que c'est plus complexe. Moi, j'insiste sur le mot complexe plutôt que compliqué. Oui. Mais donc, c'est plus complexe. Et c'est peut-être que certaines personnes aimeraient que ça soit plus facile, puis de dire, tout le monde, tu sais, à Rome, on fait comme les Romains, comme dit le dicton, puis tout le monde fait la même chose parce que on a tous les mêmes objectifs en tête. Après ça, c'est le chemin qu'on va prendre pour atteindre ces objectifs qui peuvent parfois varier. Et puis, ça demande une certaine flexibilité, une capacité d'adaptation. Ça demande aussi je dirais, une dose d'humilité, peut-être même pour les gestionnaires, d'être capable de dire, OK, il y a d'autres manières de voir les choses, puis peut-être que je n'ai pas la science infuse, puis que ce que j'ai appris, oui, mais est-ce qu'on peut le mettre, le contextualiser, etc. Et puis, il faut dire aussi que d'un point de vue diversité ethnoculturelle, en contexte québécois, montréalais, mais québécois de manière générale, il y a aussi une diversification des groupes. Et donc, ça aussi, ça amène des rapports au monde qui sont un peu différents et qui viennent nous mettre au défi un peu par rapport à certaines certitudes peut-être qu'on avait. Alors, c'est certain que ça peut être déstabilisant. En même temps, puis si on pense aux questions générationnelles, je pense que, c'est que de nos jours, on en parle peut-être plus, mais je pense qu'on a tous en tête des commentaires reçus, même si c'était on peut en rire, mais c'est des commentaires de nos oncles, nos tantes, nos grands-parents à l'époque. Ah, dans mon temps, c'était mieux comme ça. On marchait 1 000 pour aller à l'école. Oui, c'est ça. Puis moi, j'en aurais plein d'exemples à vous donner aussi. Oui. Donc, c'est certain que l'histoire se répète aussi un peu là-dedans. Là. Faut pas c'est juste comme on parle beaucoup de ces sujets-là, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, puis c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais là, on est peut-être un petit peu plus... puis là, ça crée des mouvements de résistance. Certaines personnes vont avoir tendance à dire, maintenant, on ne peut plus rien dire, on ne peut plus rien faire, alors qu'on sait très bien que c'est pas vrai. Là. Je veux dire, on peut encore dire des choses puis faire des choses. C'est juste d'être plus conscientisé qu'il y a plusieurs manières de voir les choses aussi. Puis en bout de ligne, moi, je suis convaincu que c'est riche. C'est une richesse, c'est une valeur ajoutée, si on veut. Absolument. Sébastien, on fait une courte pause et on poursuit notre discussion tout de suite après. De retour à Inclusion Inc., ici Chantal Doré qui s'entretient avec le professeur DHEC Sébastien Arcan. Alors Sébastien, on disait tout juste avant la pause qu'on entend fréquemment dans les réseaux sociaux le fameux, effectivement, on ne peut plus rien dire ces temps-ci. Et est-ce que justement, on entend des fois des gens qui associent équité, diversité, inclusion au wokisme? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Qu'est-ce qu'on répond à ça? Je pense que, premièrement, c'est toujours bon, là, puis je reviens un peu sur cette idée de tout à l'heure, mais c'est toujours bon de prendre un peu de recul par rapport à la vitesse à laquelle l'information circule. Je vais prendre l'exemple tout récent, là on est quoi? Là, on est le 5 décembre aujourd'hui. Au moment de l'enregistrement, oui. Oui, c'est ça, au moment de l'enregistrement.
Tout récemment, il y a la Commission des droits et libertés du Canada là, qui a fait un commentaire sur Noël et tout ça. Oui. Tout de suite, ça a été repris à la minute même en disant ils veulent bannir Noël, puis tu sais, notre héritage culturel judéo-chrétien est en danger. Là, j'exagère à peine en disant ça et tout ça. Puis quand tu t'aperçois que tu lis vraiment la note qui avait été émise par le conseil, la commission, pardon, c'était pas du tout ça. C'était une réflexion qu'il y avait sur le fait qu'effectivement, on vit dans une société qui a des codes, qui a des rites, des rituels et tout ça, puis ils ne remettaient pas ça en cause nécessairement. Ils faisaient juste dire, peut-être faut repenser à s'ouvrir à des demandes d'accommodement pour d'autres types de fêtes, à d'autres moments de l'année, etc. Pourquoi je donne cet exemple-là? C'est parce que souvent, on va avoir tendance à tout de suite à tomber à bras-le-corps sur des commentaires, des demandes qui peuvent venir de groupes minoritaires en disant on est en danger. Puis on voit ça au Québec, mais on voit ça ailleurs aussi. En Europe, si on suit l'actualité européenne, c'est assez clair également. Oui, mais il y a un côté, on exacerbe aussi, puis les réseaux sociaux avec les chambres d'écho, les groupuscules. Tu sais, avant, quand on prenait nos nouvelles via un filtre des journalistes, peut-être qu'on pouvait tasser un petit peu ou prendre du recul ou relativiser, mais là, avec l'effervescence des réseaux sociaux, ça fait en sorte qu'on dirait que ça devient, ce que j'ai l'impression, ça exacerbe justement des groupes en opposition. Exactement. Et est-ce que, ceci étant dit, de l'autre côté de la lorgnette, si on veut, est-ce qu'il n'y a pas eu des excès de la part de certains groupes, des demandes, etc. Je pense que oui. La réponse, moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a eu aussi des excès. Il y a aussi puis ça, on pourrait dire la même chose il y a quelques années avec les demandes d'accommodement raisonnable, où parfois, ça semblait, ça allait peut-être un petit peu plus loin que le niveau de raisonnabilité. Mais c'est aussi parce que, souvent, que ce soit des gestionnaires ou autres, les gens ont un petit peu de crainte, ne savent pas comment répondre à ce genre de questions, d'éléments-là, ne veulent pas passer non plus pour des gens qui discriminent, qui sont racistes ou peu importe, et donc vont avoir tendance à réagir directement, puis tout de suite à accorder la demande qui est faite ou peu importe, les critiques qui sont énoncées. Alors, c'est certain qu'il y a eu peut-être un petit peu plus, l'élastique est peut-être tiré d'un côté un peu fort. Mais ceci étant dit, je pense aussi que les réactions par rapport à ces questions-là sont souvent encore aujourd'hui trop fortes. Ça fait du bon papier, peut-être que ça attise un peu les membres de certains groupes ou peu importe, là, notre communauté. Mais tout ce qu'on peut appeler l'EDI, donc l'équité, diversité, inclusion, je pourrais pas dire, moi personnellement, je ne considère pas que c'est du wokisme. Alors, ça, c'est devenu un mot un peu galvaudé. Pour essayer de délégitimer d'office toutes sortes de demandes, toutes sortes de mesures qu'on pourrait mettre en place dans des organisations de toutes sortes pour rendre ces organisations plus inclusives. Écoutez, on a juste à regarder, il y a 40 ans, moi je prends souvent l'exemple, on disait, les femmes dans les corps policiers, ça se peut pas, peut-être dans l'administration, mais jamais une femme pourra devenir patrouilleuse. Ils sont pas assez fortes, les gros méchants ils seront pas capables d'arrêter les méchants, là, si on peut dire, etc. Puis de nos jours, les corps policiers, dans des zones urbaines surtout, mais pas uniquement, il y a plein de jeunes femmes qui ont intégré les corps policiers puis qui font très bien leur travail. On a adapté il y a eu une ouverture, on a adapté les interventions, etc., etc. Donc, je veux dire, c'est de délégitimer d'office des demandes qui viennent de différents groupes, que ce soit culturel ou autre. Je pense qu'avant toute chose, il faut réfléchir à dire, OK, peut-être qu'effectivement, puis est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour améliorer justement, puis rendre la société plus inclusive? Parce que de toute façon, même si on veut le voir d'un point de vue très platement instrumental, plus les gens sont intégrés, plus ils contribuent à la société, que ce soit financièrement ou autre. Donc, moi, je n'y vois de manière générale, à moins qu'il y ait vraiment des excès et tout ça, là, mais de manière générale, je ne vois pas de problème à ce qu'on embrasse, pour le dire comme ça, des pratiques inclusives qui relèvent de l'EDI, là, finalement. Là, on ne peut plus dire embrasser parce que ça serait perçu comme du harcèlement ou du non-consentement.
Bon, je blague un peu, là. Je blague un peu, mais je me demandais du côté des universités. Bon, c'est un milieu d'apprentissage, c'est un milieu où, justement, on devrait cultiver ce sens critique-là. Et souvent, ça va être associé aux plus jeunes générations qui vont remettre des choses en question. Comment, comme professeur, au fil du temps, vous remarquez que les plus jeunes générations ont évolué à travers ces questions-là? Il y a une demande, il y a un intérêt pour se questionner sur ces enjeux-là. Puis je dirais que ce qui me réconforte un peu depuis, c'est peut-être parce que là, actuellement, je viens de finir un trimestre où j'avais 2 cours qui portaient sur des questions là, liées à la diversité. Mm-hmm. Je trouve qu'il y a aussi notamment des jeunes hommes blancs, donc du groupe majoritaire au Québec, qui s'intéressent à ces questions-là. Ce qu'on voyait peut-être un peu moins avant, où c'était plutôt des jeunes femmes, souvent issues de groupes racisés, qui s'intéressaient à ça. Puis là, c'était bien aussi. Mais moi, j'aime aussi qu'il y ait une diversité de personnes qui s'intéressent à ces questions-là. Je pense que ça évolue. Il y a une demande. Il y a une demande, tout comme il y a une demande pour ce qu'on appelle les normes ESG, là, environnement, société, gouvernance et tout ça. Parce qu'il y a les normes sociétales qui ont aussi évolué par rapport à ça. Après ça, dire est-ce que tout ça, c'est bien intégré, que vraiment ça procède à des changements ou c'est annonciateur de changements. Comme je le disais tout à l'heure avec mon exemple des policières, je pense que oui, il faut être optimiste que les choses évolue, puis oui, il y a un petit peu de radicalisme d'un côté comme de l'autre, mais d'une manière générale, en tout cas dans le contexte québécois et canadien, on réussit à revenir un petit peu dans le centre et d'être relativement raisonnable, mais il faut être prudent parce qu'il y a aussi des extrémismes là, d'un côté comme de l'autre qui sont là. Mais sinon, dans le milieu universitaire, je pense que c'est de mieux en mieux accepté, même avec puis je parlerai notamment des profs. Oui. Des profs aussi, je pense qu'ils sont plus sensibilisés à ces questions-là. Après ça, il y a aussi eu quelques maladresses parfois dans les annonces pour des chaires de recherche. Oui. Sébastien, je pense qu'il faudrait poursuivre la conversation. Il y a encore plein d'éléments à discuter et on termine notre entrevue. Déjà, effectivement, il faudrait faire une saison de balado sur ces questions-là. Absolument. Ça m'a fait plaisir, en espérant que ça puisse alimenter un peu la réflexion. Je prends au mot. Parfait, on se reprendra à ce moment-là. Merci, c'était Sébastien Arcan, professeur au département de management au HEC. Ici, Chantal Doré, je vous donne rendez-vous pour d'autres entretiens prochainement avec des spécialistes de l'équité, diversité, inclusion, qu'ils soient des chercheurs ou encore des gens qui sont responsables de venir à bout de toute cette complexité et finalement d'être à la rencontre l'un de l'autre, tout simplement.